Bien, merci à toutes et à tous d'être venus pour ce 16e anniversaire de l'UPR. C'est un mouvement politique, comme vous le savez, que j'ai créé le samedi. C'était un samedi, 25 mars 2007. Nous sommes de nouveau un samedi, 25 mars 2023, 16 ans après. C'est peu dire qu'en 16 ans, la situation de la France a changé. Quand j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, c'était la fin de la présidence Chirac. Et Chirac, quoi qu'on en dise, et il y a beaucoup de choses à en dire, avait quand même, par exemple en 2003, tenu tête aux États-Unis d'Amérique, notamment sur la guerre en Irak et le discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité pour s'opposer à cette guerre qui d'ailleurs a été faite de façon illégale puisqu'il n'y a pas eu de feu vert du Conseil de sécurité, notamment grâce à l'opposition de la France, puisque je rappelle qu'à l'époque, en 2003, la Russie était devenue un pays presque évanescent, avec l'effondrement de l'URSS et le passage de Boris Yeltsin. À l'époque également, en 2003, la République populaire de Chine était encore une puissance en devenir. Et la France, en 2003, était encore un pays qui avait une diplomatie indépendante, qui avait d'ailleurs valu à notre pays un rayonnement planétaire extraordinaire lorsqu'en 2003, le discours de Villepin à l'ONU, notre opposition à la guerre en Irak, avait valu une espèce de vague en faveur de la France dans de très nombreux pays du monde. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait des files d'attente qui s'étaient créées devant les alliances françaises, c'est-à-dire ces endroits où l'on enseigne le français à travers le monde. Il y avait des files d'attente qui s'étaient créées de Pékin à Johannesburg, de Mexico au Caire, de Moscou à Brasilia, de Bangkok à Varsovie. Il y avait des gens qui, partout, venaient spontanément apprendre la langue française parce que la France était un autre Occident, un autre pays occidental qui s'opposait à la mainmise américaine sur le monde et qui représentait une autre voie vers le développement. Voie VOIE et VOIX. En 2007, on était encore à la fin du double mandat de Jacques Chirac à l'Élysée. Lorsque j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, c'est peu dire également que j'étais un peu, comme on dit dans les évangiles, vox clamans in deserto, c'est-à-dire une voix clamant dans le désert. Parce que annoncer en 2007 qu'il fallait que la France sorte de l'Union européenne, sorte de l'euro, sorte de l'OTAN, dire ça en 2007, il y a 16 ans, je peux vous assurer, eh bien que c'était pour le moins extraordinairement difficile à dire et à faire passer. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais vous imaginez ce que c'était il y a 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Si c'était si difficile à faire passer, c'est parce que les gens ne le croyaient pas. Certains me traitaient d'oiseau de mauvais augure. D'autres me disaient que je prédisais des choses qui n'avaient pas lieu, que je me trompais, que je disais n'importe quoi. Et on m'objectait toujours ces grands narratifs qui étaient « oui, c'est vrai, l'Europe a des défauts, mais l'Europe, c'est la paix ». Et donc ça devait clôturer tout débat. On me disait « oui, c'est vrai que l'Europe nous impose parfois des réglementations, mais l'Europe, c'est la liberté ». On me disait « oui, c'est exact, l'Europe, parfois, est un peu trop présente, mais l'Europe, c'est le niveau de vie ». Et donc ceci suffisait à clôturer les débats sans autre forme de procès. L'un des problèmes essentiels de notre pays, qui est connu notamment par l'étranger depuis des siècles,
notamment par un des pays du nord de l'Europe ou par les Allemands. C'est souvent ce qu'ils reprochent aux Français, c'est notre superficialité, notre frivolité. Le fait de regarder les problèmes de façon lointaine, avec un petit côté narquois, en disant mais non, ça n'est pas très grave. Voilà. Et donc être celui qui annonce des choses mauvaises n'est jamais un rôle très positif en France. Ça me rappelle, si vous me permettez cette comparaison, si vous avez lu les mémoires de guerre du général de Gaulle, ce que tout au long des années 30, il disait, où il tirait la sonnette d'alarme à partir de 34-35. Lisez le premier chapitre des mémoires de guerre qui s'appelle « La pente », où il explique que ce qui se passe de l'autre côté du Rhin devient très grave, où il explique que Hitler a occupé la rive gauche du Rhin et puis que finalement la France n'a pas réagi alors que c'était en fait un bluff, où il explique que Hitler est en train de s'armer et que nous ne faisons rien et il va voir tel ou tel président du Conseil ou tel ministre de la Défense et qui lui dit oui mais non mais vous comprenez c'est très intéressant mais là j'ai un débat à la Chambre des députés, excusez-moi je dois m'en aller. Et donc il prêchait dans le désert. Le deuxième chapitre des mémoires de guerre s'appelle « La chute ». Et il explique comment, d'un seul coup, les événements se précipitent et que tout ce qu'il avait dit depuis des années était en train de se réaliser. Qu'on ne l'avait pas écouté, qu'on n'avait pas relancé la fabrication d'armements, qu'on ne s'était pas suffisamment méfié, que les esprits avaient été progressivement entièrement phagocytés par une puissance qui avait colonisé nos esprits, l'Allemagne, et où il explique que d'un seul coup, c'est un grand désarroi des dirigeants français lorsqu'ils découvrent bien que, en fait, ils ont cédé, ils ont tout cédé, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas vu le coup d'après. Ils n'ont pas envisagé cette possibilité que celui qu'on nous présente comme quelqu'un de gentil, en fait, pouvait être très méchant. Ils n'ont pas envisagé la possibilité qu'une stratégie qui était celle de la protection, celle de la ligne Maginot, par exemple, et que peut-être ça marcherait, mais qu'est-ce qui se passait si ça ne marchait pas ? Vous connaissez la suite des événements. 18 juin 1940, De Gaulle se réfugie au Royaume-Uni. Il a accès à l'équivalent d'Internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la BBC. Et Churchill va créer De Gaulle. Il faut bien comprendre que le gaullisme, si Churchill n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de Gaulle. Il faut quand même rendre cet hommage au Premier ministre britannique de l'époque. Et le 18 juin 1940, De Gaulle appelle à la résistance face à un pays qui s'est totalement effondré. Je ne vais pas vous parler de la Seconde Guerre mondiale, mais je vais vous dire l'autre bout. C'est le 26 août 1944, lorsque De Gaulle vient d'arriver à Paris, le 25 août, il vient de s'installer rue de Grenelle avec le gouvernement provisoire de la République française et il descend les Champs-Élysées le 26 août 1944. Alors j'ai une petite information à vous donner. C'est qu'entre le 18 juin 1940 et le 26 août 1944, il s'est passé très exactement 4 ans, 2 mois et 8 jours. Alors j'attire votre attention sur la situation dans laquelle nous sommes. Ça fait 16 ans que j'ai créé l'UPR. Bientôt 4 fois la durée qu'a duré la Seconde Guerre mondiale. Je vous dis ça pour vous faire toucher du doigt quelque chose qui est extrêmement grave. C'est que je suis un peu, si vous me le permettez, comme De Gaulle. Je joue Cassandre. Mais vous savez que Cassandre, dans la tragédie grecque, qui annonçait les malheurs à venir de la patrie, malheureusement, Cassandre avait raison. Quand on me dit « vous jouez les Cassandres », je dis « ben oui ».
Cassandre avait raison. Le problème que l'on a à notre époque, il a été résumé par François Mitterrand quelques semaines avant de mourir. Il est, si j'ose dire, passé à table. Il n'avait plus rien à craindre. Et il l'a dit. Il l'a dit à Georges-Marc Benamou dans le livre « Le dernier Mitterrand ». Il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». Et il a poursuivi en disant « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. » Alors nous en sommes là. Et actuellement, il y a, si vous parlez autour de vous, est-ce que la France est en guerre ? La grande majorité des gens vous diront non. Et si vous demandez aux gens, mais est-ce que nous avons des choses à craindre ? Quels sont nos ennemis ? Les gens diront oui. Et ils diront quoi ? Ils diront bah oui, ceux qui sont à craindre, ce sont les Russes, ce sont les Chinois, ce sont les Arabes, ce sont les musulmans. C'est ça qu'on vous dira. Ah bon ? Est-ce que c'est si certain que cela ? Comment se fait-il que Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Il n'a pas dit les Russes. Il n'a pas dit les Chinois. Il n'a pas dit les Arabes. Il n'a pas dit les musulmans. Il a dit les Américains. Alors j'aimerais qu'ici, tous ensemble, les gens qui me font confiance, s'interrogent, se posent la question en conscience. Qui a détruit le gazoduc Nord Stream ? Qui est à l'origine de l'effondrement de l'économie allemande et de l'économie française ? Qui nous force à acheter des gaz de schiste à des prix faramineux ? Qui est en train de rendre l'économie française et l'industrie française pour toujours, ou en tout cas pour très longtemps, non compétitives ? Qui a fait détruire le contrat que nous avions avec l'Australie de livraison de sous-marins ? Qui a installé sur son ambassade à Paris un système d'écoute de tout ce qui se passe entre les lieux du pouvoir ? Qui a écouté Angela Merkel ou le président Hollande ou même dans le président Macron, et on le sait, ça a été avoué ? Qui a détruit le Concorde parce que c'était un avion qui, paraît-il, polluait et ne pouvait pas se poser ? Qui a balancé en 1951 sur la ville de Pont-Saint-Esprit dans le Gard du LSD pour voir l'effet que ça faisait sur les populations ? Qui nous impose une culture woke continuelle pour détruire l'âme même de la France ? Qui nous impose tous les jours des films, de la musique, des séries, qui nous impose un mode de vie particulier relevant d'un pays particulier ? Qui a mis dans la tête des présidents de la République qu'il y avait un nouvel ordre mondial qui allait s'installer et que de toute façon, personne, je dis bien personne, vous vous rappelez cette phrase de Sarkozy, ne pourra s'y opposer ? Qui a propulsé Emmanuel Macron à l'Élysée par une manipulation des médias qui a fait que l'élection présidentielle a été entièrement vidée de son honnêteté, de son fair-play ? Qui a possédé et possède les grands médias qui formatent l'opinion publique en France ? Qui est derrière la politique d'euro-région qui vise en fait à démanteler les pays de l'Union européenne
Qui a prévu de démanteler les pays du Moyen-Orient par la politique du Grand Moyen-Orient après les attentats du 11 septembre? Qui a lancé progressivement une véritable campagne d'encerclement de la Russie? Qui possède 843 bases militaires dans le monde, alors que la Russie, qu'on nous présente comme une grande puissance dangereuse et impériale, n'en possède que 9, dont 8 dans les anciens pays de l'URSS? Qui organise à Prague une réunion de l'Union des nations russes qui prévoit que la Russie doit être démantelée en une quinzaine de républiques? Qui a dit, quel officiel a dit que la Russie est un pays trop grand et qu'il allait falloir démanteler? Qui nous explique que Taïwan, que les Ouïghours, que les Tibets, que les Mandchous doivent prendre leur indépendance de la République populaire de Chine? Qui nous explique que nous devons aller tous vers un nouvel ordre mondial qui doit s'imposer à tous? Qui nous a forcés à avoir des injections ARNM? Quel pays se cache derrière tout ceci? Ah, c'est difficile de regarder la vérité en face. Qui, en France, regarde la vérité en face? Quel responsable politique regarde la vérité en face? Quel responsable politique se pose la question de savoir qu'il y a, en effet, des puissances qui sont là, dont l'objectif, au bout du compte, est de détruire les pays d'Europe? On a dit de se battre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, et on nous dit maintenant de se battre contre la Russie jusqu'au dernier Européen, avec des décisions qui nous sont imposées de façon de plus en plus folle, par un pouvoir perdu, en fait, par une espèce d'autocrate qui commence à être complètement claquemuré à l'Élysée, qui s'est fâché avec tout le monde, y compris, on apprend aujourd'hui qu'il voue aux gémonies ses ministres, qu'il considère sa première ministre, il l'a toujours considéré comme un paillasson, mais qu'il la considère comme une moins que rien. Et maintenant, on apprend qu'il s'est fâché avec le secrétaire général de l'Élysée, Colère. Il a réussi, le président actuel de la République, il a réussi à se fâcher avec tout le monde. Honnêtement, c'est un tour de force. Il s'est fâché avec tous les syndicats. Alors, se fâcher avec la CGT, il n'a pas été le premier président de la République à se fâcher avec la CGT. Se fâcher avec la CFDT, avec Laurent Berger, c'est quand même un responsable syndical bonasse, accommodant. Macron a réussi à se fâcher non seulement avec Laurent Berger, il a réussi à se fâcher avec la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC. C'est quand même, c'est presque un record dans le Guinness. Il a réussi à se fâcher avec la Confédération générale des cadres. Il a réussi en fait à se fâcher avec quasiment tous les partis politiques. Il réussit même à se fâcher avec ses propres troupes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et nous avons cet individu dont maintenant tout le monde est à peu près au courant qu'il a des véritables problèmes psychiatriques, qui d'ailleurs avait été diagnostiqué par cette vidéo virale qui depuis 6 ans circule sur Internet d'un psychiatre italien qui avait fait un diagnostic. Allez revoir cette vidéo extraordinaire de ce psychiatre italien qui, avant même l'élection de Macron, nous explique ce que nous allons souffrir. Nous avons en fait un responsable politique à la tête de l'État qui n'est pas là pour défendre la France. Il est là pour détruire la France. Il est là pour vendre par appartement le patrimoine constitué par les Français au cours des années, des décennies et des siècles. Il est là pour servir de supplétif à l'action géopolitique
de ce grand État que je n'ai pas nommé mais que Mitterrand, lui, avait nommé, et qui nous entraîne vers tout simplement un risque de troisième guerre mondiale. Et chaque semaine qui passe devient plus inquiétante que la précédente lorsqu'on apprend ces jours-ci que le Royaume-Uni va maintenant utiliser des missiles avec de l'uranium appauvri, lorsque l'on apprend que la Russie fait savoir que si tel est le cas, on change de niveau, qu'on bascule dans un stade nucléaire, lorsqu'on apprend que M. Macron, qui n'a toujours pas réuni à l'Assemblée nationale, organisé comme l'article 35 de la Constitution lui en fait pourtant l'obligation, un débat suivi d'un vote pour savoir si on continue à nous engager à ce conflit en Ukraine. Lorsque l'on constate cela, et lorsque l'on constate qu'il n'a face à lui qu'une opposition de complaisance, une opposition qui se bat, et à juste titre d'ailleurs, pour ne pas porter la retraite de 62 à 64 ans. J'ai dit ce que j'en pensais personnellement. Il faut effectivement qu'on en finisse avec ces heures, ces dates. La seule chose qui devrait compter pour la retraite, c'est le nombre d'années de cotisation. C'est que quelqu'un qui commence à cotiser à 16 ans, eh ben, au bout de 42 ou 43 ans de cotisation, ben, ça lui fait 59 ans. Il n'y a aucune raison pour qu'il continue à 64. D'autant plus que, vous le savez, je l'ai déjà dit, je ne suis pas le seul d'ailleurs, Macron lui-même l'avait dit d'ailleurs. Quelqu'un qui commence à cotiser à 16 ans, c'est quelqu'un qui travaille dans des emplois souvent pénibles, parfois à l'extérieur, des emplois qui sont parfois très fatigants, hein, des emplois de marbriers, d'égoutiers, des emplois de gens qui changent en permanence d'horaire, des emplois de nettoyage, des emplois dans des services je sais pas, hospitaliers, la nuit. Tout ça, c'est fatigant. Et vous savez très bien que les gens qui ont commencé à 16 ou 17 ans, souvent, malheureusement, ils ont une espérance de vie moindre que les cadres supérieurs qui commencent à travailler à partir de 28 ans. Donc reporter de 62 à 64 ans est une iniquité extraordinaire. Et on a les courbes de mortalité d'ailleurs, hein, en fonction des âges, et on voit que ça revient en fait à priver des gens issus de catégories modestes, de catégories populaires, ça revient à priver quelques centaines de milliers de personnes tout simplement de la retraite, en fait qu'ils travaillent jusqu'à la mort, et qu'après ils n'ont même pas le droit d'avoir cette troisième partie de la vie qui devrait normalement tous nous attendre, où l'on sera libéré des contraintes du travail quotidien, où on pourra faire la grasse matinée, un jour, un mardi ou un lundi, oh je vais pas au travail, où on pourra envisager de partir visiter en week-end un musée, un jeudi ou un mercredi, où on pourra... C'est ça ce que tout le monde espère en fait dans la retraite. Cet autocrate qui décide de tout use de la Constitution française d'une façon absolument inconstitutionnelle. Je rappelle ici que Macron n'a jamais été élu par une majorité du peuple français. Jamais. Et encore moins son programme. Je rappelle qu'en 2022, alors même qu'il a fait durer jusqu'au mois de janvier-février, savoir s'il était candidat, il a utilisé toute l'année 2021 et le début de l'année 2022 pour user de tous les attributs de l'État, les moyens de l'État, l'accès aux médias, la façon de se déplacer, etc., etc. Il a usé de ça en tant que président de la République. Je rappelle que l'affaire ukrainienne a mobilisé totalement les médias, de telle sorte qu'il n'y a en fait pas eu de campagne présidentielle. Elle a été passée à la trappe. Je rappelle qu'il a demandé à un factotum, M. Bayrou,
de se proclamer le grand dispensateur des parrainages pour qu'il y ait des candidats, ce qui est totalement inconstitutionnel. Je rappelle que, comme d'autres, j'avais des difficultés à réunir les parrainages. Je rappelle que j'ai eu M. Bayrou au téléphone, que je lui ai expliqué que j'avais besoin de parrainage, que j'avais déjà 500 promesses, que c'était... Donc on pouvait anticiper 300 à 400 parrainages, qu'il m'en manquerait, et que si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de candidat pour représenter les Français qui veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il m'a dit qu'il avait bien compris, en effet. En effet, il avait bien compris. Il avait des parrainages sous le coude, il en a fait bénéficier Madame Hidalgo, avec le brillant résultat que l'on sait, alors qu'elle n'en avait d'ailleurs pas besoin. Il en a fait bénéficier peut-être M. Lassalle, M. Dupont-Aignan, certainement. Il en a fait surtout bénéficier Poutou, parce que M. Bayrou a considéré qu'un candidat trotskiste, ça n'était pas assez, qu'il en fallait deux. Cette élection a été un scandale absolu. Les médias n'ont jamais demandé à Macron de s'expliquer sur son bilan, alors que je rappelle que depuis qu'il est aux affaires, 2 ans ministre des Finances et ensuite les 5 ans comme président, il a fait passer la dette publique française de 2 000 à 3 000 milliards d'euros, plus 1 000 milliards d'euros. Dans n'importe quel pays, un tant soit peu démocratique, et même dans les pays non démocratiques, un tel escroc aurait été viré. Personne ne lui a demandé des comptes sur la gestion de la Covid. Personne ne lui a demandé des comptes sur ce qui se passe dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services. Personne ne lui a demandé des comptes sur l'état des relations franco-allemandes. Il avait quand même, pendant son premier mandat, signé puis ratifié un traité d'Aix-la-Chapelle qui faisait rien moins que de prêter, de faire déjà, d'acclimater les esprits au fait que notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies serait partagé avec l'Allemagne. Il a déjà laissé entendre qu'on partagerait la défense, l'armée. Il a pratiquement laissé entendre qu'au bout du chemin, on allait céder notre siège au Conseil de sécurité, notre armement nucléaire, sinon à l'Allemagne, du moins à l'Union européenne, où la majorité des États sont complètement alignés derrière Washington, comme le montrent les affaires ukrainiennes en ce moment. C'est-à-dire que Macron est en train de brader les atouts essentiels et décisifs que nous avait obtenus Charles de Gaulle à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qui faisait de la France une puissance mondiale. Il est en train de brader notre siège au Conseil de sécurité. On l'a encore, mais pour combien de temps et de façon partagée désormais avec l'Allemagne. Il est en train de brader notre force nucléaire, en tout cas de faire comprendre qu'il y a des accommodements avec les Allemands. Macron est en train, a détruit en tout cas, a commencé à détruire la gloire même de la stratégie suivie par Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, de notre programme électronucléaire qui faisait que la France était le premier pays en termes d'industrie nucléaire, que nous avions une énergie continue, bon marché et propre, quoi qu'on en dise. Macron a suivi scrupuleusement les grandes orientations des politiques économiques imposées par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et donc les rapports annuels de la Commission. Macron a commencé le démantèlement, poursuivi le démantèlement de la SNCF, d'EDF, de la Poste, des retraites, en attendant la suite. Et Macron nous entraîne maintenant vers une guerre sans que les Français ne puissent donner leur mot. Et le plus extraordinaire de toute cette situation, c'est que
les oppositions ne s'opposent à rien, ou plus exactement s'opposent au fait de passer la retraite de 62 à 64 ans. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Mais il y a tellement d'autres choses à dire. La destruction de notre rayonnement international. C'est presque... On se demande si ça n'est pas voulu pour. La France est en train de perdre toute son influence dans le monde et à en commencer dans l'Afrique francophone. Ce qui est un véritable crime contre la nation. Crime contre la francophonie. Crime contre l'influence de la France dans le monde. Crime face à des pays et des peuples qui nous ont fait confiance et qui parfois d'ailleurs ont payé du prix du sang au moment des guerres mondiales en nous envoyant des soldats. Je lisais l'autre jour dans Le Monde, il y avait un article sur la perte d'influence extrêmement rapide de la France en Afrique. Et je lisais dans Le Monde que M. Macron, se rendant avec le succès que vous avez vu, au Congo par exemple, où il a réussi encore une fois à se mettre à dos le président d'un État souverain, le président Tshisekedi, qui ne s'est pas laissé marcher sur les pieds d'ailleurs, et qui lui a vertement répondu par rapport à ses leçons de morale sur la démocratie. Avant de terminer, comme tout le monde l'a vu, ivre-mort dans une boîte de nuit, je parle du président français. Eh bien, je lisais dans Le Monde que c'était pas faute que le président Macron s'intéresse à l'Afrique, puisque ce voyage qu'il a effectué, c'était le 18e voyage qu'il faisait en Afrique. Mais mon Dieu, qu'il n'en fasse plus! À chaque fois qu'il fait un voyage, c'est un désastre. C'est un désastre quand il était allé à Mayotte, en comparant les migrants clandestins venus des îles de l'archipel des Comores à des poissons qu'on pêchait dans le canal de Mozambique, alors qu'il y a tous les jours des dizaines de morts. Ça a été très moyennement apprécié dans toute l'Afrique de l'Est. Je rappelle que lorsqu'il s'est rendu au Burkina Faso, il avait comparé le président Roch Kaboré à un climatiseur, puisqu'il avait dit devant les étudiants, il est allé réparer la clim en parlant du président d'un État en exercice dont il était l'invité. Parce que Macron est du style à être impitoyable avec plus petit que lui et serpillière avec plus fort que lui. Le jour où je verrai Macron se rendant aux États-Unis et se foutre de la gueule de Biden en disant « Tiens, il est allé prendre sa pilule, le vieux schnock », alors là, on pourra dire qu'en effet, il est indépendant. Macron nous a détruit, est en train de détruire notre influence mondiale. Macron est en train de détruire la République, les fondements même de la République. Au moment même où je parle, on en est réduit à avoir le Conseil de l'Europe, l'Organisation des Nations Unies, plusieurs organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, le Conseil œcuménique des Églises, je crois, qui tirent tous la sonnette d'alarme sur les violations des libertés publiques en France et les violences inacceptables de certaines forces de l'ordre, les fameuses braves. On devient la honte du monde. Le pays des droits de l'homme est en train de devenir la honte du monde. M. Macron a réussi ce tour de force que on nous avait fait miroiter, comme si c'était une percée diplomatique de tout premier plan. Faut quand même relativiser. Enfin, il paraît-il que le premier voyage du nouveau roi d'Angleterre, Charles III, à l'étranger était destiné à la France. On en tirait dans la Macronie une satisfaction extraordinaire. Comme si l'on ne voyait pas qu'au même moment, le Royaume-Uni, avec les États-Unis et l'Australie, était en train de mettre sous coupe réglée tout le Pacifique sud-ouest, était en train, nous avait chassés d'ailleurs d'Australie pour les sous-marins, comme si l'on ne voyait pas que pendant qu'on a chanté les louanges du couple franco-allemand, l'Allemagne, sans arrêt, nous taille des croupières dans tous les domaines, que ce soit sur l'automobile, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur le refus d'intégrer la filière nucléaire dans les énergies propres, etc., etc. Donc en fait, la France sait de tout,
Et alors, on avait là une satisfaction. C'était, figurez-vous, que Charles III avait décidé que son premier voyage à l'étranger serait pour la France. On a moins précisé qu'ensuite il allait en Allemagne, dans la foulée. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. C'est que la situation en France a tellement dégénéré que les services britanniques ont fait savoir que c'était quand même un peu difficile. Il y a eu des contacts entre les ministères de l'Intérieur de l'un et de l'autre des pays. C'est remonté. Alors évidemment, Madame Colonna, ancienne ambassadeur de France au Royaume-Uni, qui avait ses entrées à Buckingham et dont c'était le clou de la carrière d'avoir réussi ce voyage, évidemment, a senti le sol se dérober sous ses pieds. Et progressivement, on a compris dans les palais nationaux qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Que si Charles III arrivait, il n'y aurait même pas de tapis rouge pour l'accueillir, alors qu'il s'agit d'une visite d'État, c'est-à-dire le niveau protocolaire le suprême dans les relations diplomatiques. Il n'y aurait pas de visite, il n'y aurait pas de tapis rouge, il n'y aurait pas le pavoisement comme c'est prévu normalement pour ce genre de visite de l'esplanade des Invalides et des Champs-Élysées avec les grands drapeaux français et britanniques. On a compris aussi qu'il ne pourrait sans doute pas aller au château de Versailles et qu'il y aurait des manifestations. Les conducteurs du tramway de Bordeaux qui devaient conduire le roi et la reine consort ont fait savoir qu'ils ne le conduiraient pas, qu'ils se mettaient en grève. On a commencé à comprendre que si ça se trouve, la CGT allait couper l'électricité pendant le repas, qu'il n'aurait pas de chaise pour s'asseoir. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça se dit. Macron voulait absolument que Charles III continue à venir. Jusqu'à l'extrême limite, il s'est battu pour ce... C'est tellement minable. Finalement, bon, les Anglais, je crois, ont arrêté les frais, ont dit non, it is not convenient, you know. Et donc, finalement, il a été décidé d'un commun accord que ce voyage n'aurait pas lieu. Il faut aller voir la presse britannique aujourd'hui. Toute la presse britannique et toute la presse anglo-saxonne aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc., fait ses choux gras de cette affaire. Au Royaume-Uni, on ne donne pas toujours dans la dentelle, notamment les tabloïds, lorsqu'il s'agit de taper sur la France. Ils ont expliqué, je crois que c'était le Daily Mail, que c'était The New French Revolution, la nouvelle révolution française, que Macron était tellement dépassé par les événements qu'il était incapable d'assurer un voyage tranquille pour Sa Majesté. Donc finalement, Sa Majesté ira directement en Allemagne. C'est-à-dire qu'on réussit à prouver le contraire de ce que vous voulez montrer. Bref. Ce qui est pathétique dans notre affaire, c'est que j'essaye de faire rire sur un sujet qui est en fait atroce. Le problème, c'est pas la retraite à 62, 64 ans, c'est un énorme problème. Le problème, ça n'est pas la venue de Charles III. Le problème, c'est que la France est dirigée par un dingue. Et non seulement un dingue, mais quelqu'un qui est à la solde d'intérêts étrangers, à la solde d'une oligarchie. L'oligarchie en question, c'est tant les milliardaires qui ont mis la main sur les médias français, étant tous ces gens qui peuplent l'Atlantic Council, par exemple, et qui sont là pour imposer à la France une politique fondamentalement contraire à nos intérêts nationaux les plus fondamentaux, et ceci jusqu'à ce que mort s'en suive. Et face à ça, que font les oppositions? Elles ne font rien. Ça fait depuis 2018 l'affaire des Gilets jaunes, et tout le monde le sait, que je dis qu'il faut que les parlementaires lancent la procédure de destitution de Macron. On a fait un dossier. J'ai fini par arrêter de le mettre à jour, parce que sinon, ça serait la Pléiade qu'il faudrait sortir. Du nombre de violations de la Constitution française commises par cet individu. Que ce soit des violations juridiques, que ce soit tout simplement aussi la dignité, la tenue. Monsieur Macron, il est payé, nourri, logé, blanchi, maquillé, transporté, perruqué par le peuple français pour qu'au moins il représente quelque chose.
en fait, depuis 2018, aucun parlementaire, si un seul parlementaire, mais qui n'a pas été réélu député, Franck Marlin, des Républicains, qui n'était pas représenté, je crois, aucun député, aucun sénateur n'a daigné lancer la procédure de destitution selon l'article 68 de la Constitution, qui prévoit justement que le Parlement peut lancer une procédure de destitution contre le président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs. Ben, si ça, tout ce qu'on a vu, ce ne sont pas des manquements graves, quand est-ce qu'on lance la procédure de destitution ? Je précise que cette procédure de destitution est évidemment très compliquée à aller jusqu'au bout. Elle a été faite pour ça. Elle n'existait pas d'ailleurs auparavant. Auparavant, il y avait le crime de haute trahison qui a été enlevé de la Constitution par une manipulation organisée par Sarkozy. Il faut peut-être d'ailleurs avoir une idée derrière la tête que de vouloir faire retirer de la Constitution le crime de haute trahison. En attendant, ce qui s'est substitué, c'est donc cette procédure de destitution, copiée de l'impeachment à l'américaine, mais beaucoup, beaucoup plus difficile à réunir. Les conditions sont très complexes. Mais, vous ne le savez peut-être pas forcément, cette procédure de destitution a déjà été lancée depuis qu'elle a été introduite dans le droit constitutionnel français. Elle a été lancée à la fin de 2016 par les députés républicains contre François Hollande à la suite du livre de François Hollande qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça » et dans lequel il avait donné quelques informations qui trahissaient des secrets d'État et qui pouvaient mettre en cause la vie de 2 ou 3 agents secrets. Bon. C'est sur ce fondement que les Républicains avaient lancé une procédure de destitution de François Hollande au mois de décembre 2016, c'est-à-dire 4 ou 5 mois avant que François Hollande ne quitte l'Élysée. Cette procédure a foiré, bien entendu, à la fois parce que le motif était un motif sérieux, mais c'était un motif, et puis parce que, de toute façon, on était en fin de présidence. Mais si je le dis, c'est parce que n'acceptez pas que l'on vous dise que ça n'a jamais eu lieu. Si, ça a déjà eu lieu. N'acceptez pas que l'on vous dise « Ah, on ne peut pas faire ça parce que de toute façon, ça n'aboutira pas ». Mais si on ne lance pas une procédure de destitution parce qu'elle n'aboutira pas, pourquoi lance-t-on des motions de censure qui n'aboutissent pas davantage ? Pourquoi lance-t-on des amendements qui ne sont pas votés puisqu'on est minoritaire quand on est dans l'opposition ? C'est tout le jeu du travail parlementaire que de justement lancer le maximum de dispositions pour entraver ce que nous voyons tous, sauf à avoir des œillères, et je suis poli. C'est-à-dire que la France est en train de s'enfoncer vers une dictature. Nous sommes en dictature. Je vois que Macron a encore dit qu'il voulait poursuivre l'agenda. Il a dit ça, il est allé je crois, à Bruxelles, qu'il fallait qu'il poursuive l'agenda qu'il avait sur les retraites et vis-à-vis de l'Ukraine. Mais c'est quoi cet agenda ? On pourrait le voir, l'agenda du président de la République ? Quand je lis l'article 2 et l'article 3 de la Constitution, article 2, le principe du gouvernement de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'article 3 de la Constitution, c'est que la souveraineté appartient au peuple. Nulle fraction du peuple, nul individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Qu'est-ce que fait Macron quand il dit qu'il suit un agenda que personne n'a jamais vu et qu'il refuse de mettre en œuvre ce que veut majoritairement, tous les sondages le montrent. D'ailleurs, pas seulement les sondages, la France est à feu et à sang. La mobilisation atteint des sommets qu'on n'a pas vus depuis, ça dépasse les gilets jaunes. Macron, seul contre tous, veut maintenir quelque chose qui est rejeté par le peuple. Mais il se prend pour qui ? Macron piétine, bafoue les articles 2 et 3 de la Constitution française. Rien que ça, dans n'importe quel pays du monde,
en tout cas dans n'importe quelle démocratie, ne serait toléré. Dans tous les pays démocratiques du monde, un chef d'État ou un chef de gouvernement, ça dépend des institutions, se comportant de cette nature aurait été immédiatement poursuivi, chassé, viré, incarcéré même. On brocarde souvent des pays en voie de développement, mais il y a des pays en voie de développement où il y a quand même, on ne rigole pas, hein. Et il y a des présidents qui ont été incarcérés pour beaucoup, beaucoup moins que ça. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, hic et nunc, c'est que les 278 députés qui ont voté la censure sont très largement suffisants pour lancer la procédure de destitution. Nous devons donc tous, je le demande ici à vous, à tous ceux qui m'écoutent, aller voir nos députés en disant « Monsieur ou Madame le député, nous vous demandons en tant que peuple français de lancer la procédure de destitution de Macron ». Et vous imaginez ce que lancer la procédure de destitution de Macron en vertu de l'article 68 procurerait comme effet de souffle politique et médiatique, non seulement en France, mais dans le monde. Vous imaginez toutes les agences de presse mondiales, tous les titres, en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Égypte, au Cameroun, au Mali, au Sénégal, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, tout le monde titrerait « Alors que la France est devenue en ébullition, les parlementaires lancent une procédure de destitution de Macron ». Vous imaginez ? Vous imaginez que les médias français seraient bien obligés d'en parler au peuple français. Ils seraient bien obligés d'expliquer aux Français quels sont tous les griefs, toutes les violations de la Constitution que Macron a commises depuis qu'il est à l'Élysée. Tout ce qui est actuellement caché sous la table avec la complicité de Madame Le Pen, de M. Bardella, de M. Mélenchon, de Madame, j'ai oublié son nom, de EELV. Tondelier, pardon. Madame Tondelier. Monsieur Édouard Philippe. Monsieur Olivier Faure. Madame Hidalgo, enfin toute l'opposition. Qui d'ailleurs, au passage, vous notez à quel point certains se sont mis aux abonnés absents. Hein. Il y a des gens, alors là, on n'entend plus parler. Monsieur Édouard Philippe, il nous a beaucoup parlé, effectivement, du fait qu'il perdait ses poils. Ça, c'était, vous savez, comme un vieux chat, donc il nous a expliqué ça, mais c'était il y a 3 semaines, et maintenant, on n'entend plus parler. On ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait plus non plus ce qu'est devenu Madame Brigitte Macron. Il y a encore 3 semaines, un mois, elle nous expliquait que les retraites, c'était formidable. Là, elle a, semble-t-il, peut-être que M. Macron s'est également brouillé avec sa conjointe, c'est possible. Enfin, bref. Bref. Nous avons un vrai problème avec notre opposition, et je vous demande ici de relayer tout ceci. Alors, c'est dire à quel point ces 16 ans que nous fêtons aujourd'hui se produisent dans un cadre extraordinairement troublé. Puisque, qui aurait pu penser à ça quand j'ai créé l'UPR il y a 16 ans ? Merci beaucoup. En réalité, je l'ai dit tout à l'heure, tous les narratifs sur l'Europe se sont effondrés. En réalité, les Français ne savent plus à quel sein se vouer. Les Français sont extrêmement désireux qu'on arrête de se payer leur tête. Les Français en ont marre qu'on les prenne pour des imbéciles. Les Français ont besoin d'un vaste coup de balai sur toute la scène politique française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, y compris ceux qui vocifèrent, qui gueulent, des Louis Boyard qui gueulent toute la journée, etc. Mais tous ces gens de NUPES, à part gueuler, ils disent quoi sur l'Ukraine ?
Ils disent quoi sur l'OTAN? Ils disent quoi sur le fait qu'on est en train d'aller vers une troisième guerre mondiale? Ils disent quoi sur l'Union européenne? Ils disent quoi sur l'euro? Ils disent « Ah non, on va y rester, mais on va changer. » Bien sûr qu'on va changer, tu parles. Ils se moquent de vous. Les Français ont besoin d'un mouvement politique fiable, constant, sincère, honnête, compétent, qui dit toujours la même chose, dont toutes les analyses sont vérifiées année après année, et un parti politique et un responsable politique et des responsables politiques qui ne les prennent pas pour des billes. Les Français, ce parti politique, ils l'ont. Et je m'enorgueillis de dire que c'est nous qui correspondons aux souhaits des Français, puisque c'est nous qui leur apportons depuis 16 ans la bonne solution. Nos analyses qui n'ont jamais, jamais, jamais en 16 ans été prises à contre-pied. Relisez la charte fondatrice qui a été adoptée il y a 16 ans, jour pour jour, pratiquement heure pour heure. La charte fondatrice de l'UPR de 25 mars 2007, relisez-la, elle est en ligne. On n'y a pas changé une virgule. Alors il y a peut-être le montant du SMIC qu'il faudrait réévaluer. Mais relisez-la. Il n'y a pas un mot à changer. Elle est toujours plus pertinente et explicative de la réalité. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres responsables politiques, d'autres partis politiques, qui, au bout de 16 ans, pourraient dire « Regardez tout ce que j'ai publié depuis 16 ans et comparer à ce qui s'est passé. » Non, ils ont tous menti et continuent de mentir. Mais, évidemment, l'UPR présente un danger pour l'oligarchie. Et comme c'est un danger, eh bien, il faut tout faire pour que les Français ne connaissent pas ce parti politique. Nous sommes donc l'objet d'un verrouillage, d'une censure médiatique, mais comme on n'a même pas connu en Union soviétique. Pour essayer de torpiller l'UPR, tout a été utilisé, y compris contre moi. Des politiques de diffamation, y compris... Vous savez ce que faisaient les Américains contre De Gaulle? Ils avaient lancé contre De Gaulle des concurrents. Le général Giraud, qui était un proche de Pétain, qui d'un seul coup avait été propulsé par les Américains comme concurrent de Gaulle après l'opération Torche, lorsque les Américains avaient mis la main sur l'Afrique du Nord. Et comme beaucoup de Français, quand même, se disaient, c'est quand même quelqu'un qui est sorti d'un chapeau et que ça ne marchait pas très bien, les Américains exigeaient de faire alliance. On demandait à De Gaulle de faire alliance avec le général Giraud, qui était en fait un homme dans leurs mains. Et puis comme ça n'a pas marché, ce qui s'est passé ensuite en 1944, c'est De Gaulle qui l'explique, c'est que pour empêcher De Gaulle d'arriver au pouvoir, ils avaient sorti d'un chapeau un projet de gouvernement avec Pétain, Laval et Édouard Herriot sortis de prison et organisé conjointement par les Américains, représentés par Allen Dulles de l'OSS qui était à Genève. C'est pas moi qui le dis, c'est De Gaulle qui le dit. En conjointement avec Otto Abetz, l'ambassadeur d'Hitler à Paris. Et évidemment avec Pétain, Laval et Édouard Herriot. De Gaulle raconte ça dans le C'était De Gaulle, il raconte ça à Alain Perfit. Tout a été fait par les Américains pour empêcher l'arrivée au pouvoir de De Gaulle, parce que De Gaulle faisait partie de ces rares personnages de l'histoire qui sont incorruptibles, qui veulent défendre la liberté, l'indépendance de leur nation et au-delà même l'image même qu'ils se font de leur pays à travers les siècles. Or, les Américains ne veulent pas de ça, ils veulent des larbins. Actuellement, d'ores et déjà, se met en place l'organisation de l'élection présidentielle, où on commence à expliquer aux Français qu'il y a un type fantastique, qui est plébiscité par tous les sondages. C'est celui qui perd ses poils.
Moi, je ne sais pas, est-ce qu'autour de vous, il y a tellement de gens qui vous disent « Oh, moi, le type qui perd ses poils, vraiment, c'est extraordinaire. » Non! Mais M. Philippe, il coche les bonnes cases. Il est comme Mme Valérie Pécresse, comme M. François Hollande, comme M. Emmanuel Macron. Il est un ancien de la French American Foundation. M. Philippe, il se déclare pour l'Union européenne, bien sûr, pour une Europe puissance. Bien sûr, pour le couple franco-allemand. Bien sûr, il est pour l'euro. Bien sûr, il est pour l'OTAN qui protège la sécurité du continent. Bien sûr, il est pour l'amitié indéfectible avec les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, il a fait le pèlerinage de Notre-Dame de Zelensky. Bien sûr, il est pour l'Ukraine. Il coche toutes les cases, comme d'ailleurs Mme Meloni en Italie l'a coché. Comme d'ailleurs le Rassemblement national est en train de cocher toutes les cases. Je pense que M. Bardella va bientôt devenir un young leader de la French American Foundation, d'ailleurs. Et jusqu'à quand les Français vont se laisser manipuler? Jusqu'à quand les Français vont se laisser brouiller le message, ne pas comprendre ce qui se passe? Alors, je le disais tout à l'heure, nous sommes interdits d'antenne. Mais, comme dit le Bouddha, toutes les bonnes et les mauvaises actions finissent toujours par être récompensées ou sanctionnées comme elles le doivent. Certes, nous sommes totalement blacklistés dans les grands médias, mais notre notoriété ne cesse de croître sur Internet. Nous avons un parti politique et des vidéos, beaucoup d'entre vous sont là par les vidéos, qui font que désormais, lorsqu'on fait une vidéo qui n'atteint pas 200 000 vues, ce qui est énorme, eh bien, on est déçu. Maintenant, on fait des vidéos qui atteignent 300 000, 400 000, 500 000 vues. J'ai fait une vidéo il y a 2 mois sur... Il est vrai que le sujet est intéressant, c'est sur l'état de santé mentale du président de la République. On en est à 775 000 vues. C'est beaucoup plus que le nombre de gens qui regardent des émissions politiques à 7 h du matin ou à 10 h du soir sur CNews ou sur BFM. D'autant que les gens qui viennent regarder ces vidéos, elles regardent parce qu'elles veulent comprendre et elles regardent tout avec attention. C'est pas comme une télé qu'on a en fond de salle et qu'on n'écoute pas. On a des vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. 1 100 000, 1 300 000, 1 400 000 vues. Et plus notre notoriété s'accroît, et plus la censure qui nous est opposée est féroce, mais plus aussi on essaie de mettre en avant des nouveaux opposants qui d'un seul coup sortent d'un chapeau. Je pense à quelqu'un que je n'ai jamais vu d'ailleurs, mais qui, après avoir dit du bien, m'avait dit ensuite que j'étais le fondateur d'une secte, m'avait comparé à Raël, que j'étais bien sûr raciste, antisémite. Il avait dit ça le lendemain même du jour où il avait dit le plus grand bien de moi, pour après, 6 mois après, dire que non, finalement, tout compte fait, non, c'était pas vrai. Je pense à M. Michel Onfray. M. Michel Onfray qui commence à être catapulté dans les médias, qui va faire une élection pour les élections européennes. M. Michel Onfray, dont vous savez quelle a été l'attitude au moment de l'affaire de la Covid et des vaccins. Ah oui, parce qu'il faut tout faire pour barrer la route à Asselineau et à l'UPR. Il faut tout faire. Eh bien, nous sommes ceux qui disent non. Et nous avons pour nous l'élan de la population. Je peux vous assurer que quand je me déplace en France, dans toute la France, dans Paris, mais aussi dans les régions, je vois de plus en plus de gens qui viennent me voir en me disant « Ah, monsieur Asselineau, je vous suis ». Alors je ne dis pas que c'est encore tout... Mais la notoriété n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a encore 2 ans. Alors c'est le message d'espoir que je voudrais dire en conclusion de ces 16 ans. C'est que ce qui marche en fait, c'est l'opiniâtreté. Soyez opiniâtres. C'est la justice, l'honnêteté,
la sincérité, la clarté. Je me pique, et vous le savez bien, puisque beaucoup le citent... Enfin, je me pique. Je suis pas comme Macron, lui, se pique autrement. Moi, je me pique au sens métaphorique. Je me pique de faire des exposés très clairs. J'essaye toujours d'expliquer des choses parfois compliquées de la façon la plus claire possible, parce que je respecte mes compatriotes, je respecte leur intelligence. Je n'essaye pas de les enfumer avec un jargon qu'ils ne comprendraient pas. Le maître en la matière de ces enfumages, c'est quelqu'un comme Macron. Avant son départ en Afrique, il avait dit qu'il voulait réarticuler la relation franco-africaine. Je ne sais pas, c'est une prothèse qui grinçait. Ça veut dire quoi, réarticuler une relation? Il avait dit également, c'est dans le journal Le Monde, hein, c'est des guillemets, hein, qu'il voulait faire un désilhouettage des bases militaires en Afrique. Il voulait en fait réarticuler un désilhouettage, c'est clair. Hein. Je pense, le nombre de fois où on nous a parlé de refondation. Pas seulement Macron, d'ailleurs. Chez les Républicains qui sont aux abois, comme le Parti Socialiste, comme Horizon. En fait, ils sont tous là à vouloir refonder. Mais quoi? Le problème qu'il y a, c'est que tous les vrais sujets sont mis de côté. Ils ne veulent pas reconnaître que la France n'est pas dirigée par le président de la République est dirigé par des forces venues de Bruxelles, de Washington ou de Francfort. Ils ne veulent pas le reconnaître. Donc ils font des projets, mais ça tourne en rond. C'était De Gaulle, je crois, qui avait dit une fois à Alain Perfit qu'il comparait ces gens, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne veulent pas ce qu'ils savent, parce que De Gaulle avait un solide bon sens. Il maîtrisait bien la langue française, et puis il avait ce génie que normalement nous devrions tous avoir, de la clarté de pensée, de la pensée française. C'est ça qui a fasciné les gens au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. La clarté d'exposition, la clarté de notre langue. Et De Gaulle se moquait en citant un passage de Rabelais, en disant ce sont des gens qui sont, comme dans Rabelais, des coqs-cigrus qui bombinent dans le vide. C'est une espèce d'oiseaux mythiques qui, en fait, font n'importe quoi. C'est où si on ne parle pas de Rabelais, on peut parler de Molière, hein, dans le Malade imaginaire. Vous savez, quand il y a un Diafoirus, le malade, le médecin qui diagnostique une intempérie dans le parenchyme splénique. Alors Molière faisait rire au XVIIe siècle. Mais lorsque Macron nous dit qu'il faut qu'il faut revisiter la grammaire, qu'il veut refonder l'Union européenne, qu'il veut rebâtir une relation de confiance avec des partenaires, qu'il veut ouvrir une nouvelle page. J'ai tapé sur Google « ouvrir une nouvelle page ». Mais purée, depuis 6 ans, il a ouvert un nombre de nouvelles pages, vous n'imaginez pas. Dans tous les domaines. Tout ça, c'est du vide. Ce dont les Français ont besoin, c'est quelque chose de solide, de sérieux et de vrai. Et ce qui donne la clé de notre mouvement, ce qui fait que nous sommes en ascension, c'est non seulement que nous avons de plus en plus de dons, d'adhésions qui arrivent de toute la France. Nous avons reconstitué notre réseau, redynamisé. Nous lançons aujourd'hui même des nouvelles affiches qui vont être placardées dans toute la France avec mon nom et ma photo. Et également avec des bandeaux comme celui-ci, non à la guerre en Ukraine, non à l'OTAN. Défendons enfin les intérêts de la France, sauvons nos communes. On va placarder ça un peu partout. Rappelez que nous sommes là, et bien là, et que nous sommes là, et que nous serons là pour les prochaines échéances. Et ce qui donne beaucoup d'espoir, et j'en terminerai là, c'est que vous me permettrez de penser que si tant de gens ont voulu torpiller l'UPR et s'ils n'y sont pas parvenus,
Et si après tant d'écueils, nous continuons à nous développer, nous développons plus que jamais, c'est par l'application tout simplement d'un très beau proverbe égyptien qui dit « L'atout de la vérité, c'est qu'elle dure. L'atout de l'UPR, c'est qu'il dit la vérité, et qu'à partir du moment où nous sommes fondés sur la vérité, nous sommes voués non seulement à durer, mais d'une façon ou d'une autre, nous finirons par arriver au pouvoir. Vive la République et vive la France!